Ok, vous savez, s'il y a bien un cliché particulièrement tenace en ce qui concerne les samouraïs, c'est bien le fait qu'ils soient tous très honorables, c'est bien qu'ils seraient tous prêts à se sacrifier pour leur seigneur ou pour leur cause. À tel point que l'on pourrait trouver nos chevaliers occidentaux presque, vous savez, très barbares à côté d'eux. Comme si ces guerriers japonais d'antan avaient un petit quelque chose en plus qui les rendait quasiment parfaits. Après tout, qu'est-ce qui était plus important pour eux que le noble art du sabre, de la fidélité à son seigneur, et par-dessus tout, à ce que son honneur ne soit pas taché par l'avarice, l'ambition et tout ce genre de défauts. Et que le Japon est, durant la restauration Meiji, passé brutalement d'un monde féodal honorable à un monde moderne, froid et pragmatique. Vous le pensez vraiment? Ok, il faut vraiment qu'on parle du dernier samouraï. Donc, Le Dernier Samouraï est un film néo-zélando-nippo-américain, oui, coécrit et réalisé par Edward Zwick, sorti en 2003, avec au scénario Marshall Herskovitz, John Logan et Edward Zwick. À la musique, évidemment, le célèbre Hans Zimmer, qu'on ne présente plus, et surtout avec Tom Cruise en tête d'affiche. Le film rapportant 456 millions de dollars au box-office mondial et gagnant beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de récompenses. Pour les Oscars, meilleur second rôle masculin, meilleure direction artistique, meilleur costume, meilleur mixage de son. Pour les Golden Globes, meilleur acteur dans un film dramatique, meilleur second rôle masculin, meilleure musique de film. Meilleur acteur pour Tom Cruise aux MTV Awards, 6 nominations aux Satellite Awards et 5 nominations aux Saturn Awards. Autant vous dire que nous sommes face à un véritable poids lourd du cinéma qui marqua durablement de son empreinte l'image que pouvaient avoir les occidentaux de l'histoire japonaise. Et surtout de cette phase charnière de son histoire, le déclin des samouraïs. Tenez par exemple, que savez-vous de l'histoire du Japon? Allez-y, répondez. Les samouraïs, les ninjas, d'accord. Hiroshima, Nagasaki, Pearl Harbor, forcément. Certains d'entre vous me citeront peut-être les noms de daimyo, d'empereurs et de shoguns, sans vraiment savoir dans quel ordre va tout ça et comment ça marche. Et c'est bien normal. Rien n'est fait en Occident pour connaître l'histoire de ce pays. La première fois que vous avez entendu parler du Japon au lycée, c'était certainement 7 décembre 1941. L'Empire japonais attaque par surprise la base navale américaine de Pearl Harbor. Et pour une personne lambda, tout ce qui se passe avant est très flou. Et j'ai fort à parier de croire que la plupart de vos connaissances du Japon avant cette période viennent de ce film, Le Dernier Samouraï. Ou des 7 samouraïs pour les plus vieux, mais on en reparlera un jour de celui-là. C'est vous dire l'importance colossale qu'a ce film dans l'imagerie collective occidentale sur le Japon. Et vu que la période dont parle le film est assez dense et complexe, je vous propose une petite remise en contexte pour bien comprendre de quoi on parle. Le Japon est une société médiévale avec un shogun qui fait office de chef suprême. Des daimyo qui vont gouverner des provinces que l'on pourrait comparer à des sortes de seigneurs, et des samouraïs que l'on va ici comparer à des chevaliers dans un souci de simplicité. Cette organisation sociale perdurera jusqu'à l'ère Edo. Une période que vous connaissez peut-être de nom, puisque c'est de là que nous vient la plupart des éléments japonais que l'on connaît. Les sumo, l'omniprésence du katana, le kabuki, la consommation de poissons crus, les geishas, le bushido ou encore la cérémonie du thé. Tout ça est né ou a été popularisé durant l'ère Edo. Faut dire que la période Edo est une période faste pour le Japon. C'est la première fois que l'archipel connaît une paix durable depuis à peu près 200 ans de guerre civile. C'est pour ça que dans la nouvelle capitale, celle d'Edo, l'actuelle Tokyo, il y a un essor absolument formidable d'art très varié et où l'organisation administrative évolue beaucoup. Sans parler de l'économie extrêmement florissante de par l'effervescence des marchands qui peuvent échanger et se fournir partout. Si bien que beaucoup de marchands, au fond, arrivent à même être plus riches que les samouraïs. Cette période de paix va de toute façon bien vite tourner coton, puisque c'est dès 1854 que le commodore américain Matthew Perry, accompagné des navires de guerre, contraint le gouvernement féodal du Japon à mettre un terme à sa politique d'isolationnisme. Car oui, le Japon refusait de s'ouvrir pleinement au commerce mondial, si ce n'est quelques petites exceptions. Ça s'appelle le Bakumatsu, littéralement la fin du rideau. Le Japon s'ouvre brutalement sur le monde et découvre les technologies occidentales. On passe d'un monde féodal à un monde moderne. Le Japon est alors soumis à toutes sortes de traités avec les Occidentaux, tous plus inégaux les uns que les autres sur un plan commercial d'ailleurs.
Ce qui est déjà pas terrible pour l'équilibre d'un pays, mais le Japon va vraiment, mais alors vraiment redoubler de malchance. Dès 1854, à la suite de ces signatures, le Japon est frappé par les grands séismes de l'ère Hansei. Hansei no Dai Jishin, qui feront des dizaines de milliers de morts, blessés, sans compter les dommages matériels perdus dans les incendies dévastateurs qui suivront. Juste ensuite, un tsunami qui ravage les côtes de Shikoku, avec un total de 80 000 morts. Après les catastrophes économiques, la catastrophe naturelle vient la catastrophe politique, puisque le shogun Tokugawa Ieyasu meurt en 1858, donc juste après. Avec tout cela, le chômage explose, les prix augmentent, la monnaie s'effondre et les étrangers qui commercent désormais activement avec le Japon apportent le choléra. N'en fallait pas plus pour déclencher l'insurrection. Partout dans le pays, des troupes révolutionnaires pro-empereur se battront contre les troupes du pouvoir en place restées fidèles au shogun. Ces derniers seront conseillés par des Français, dont un certain Jules Brunet. C'est la guerre de Boshin. Vous le devinez, ce sont les révolutionnaires qui gagneront. L'empereur Meiji obtiendra l'essentiel du pouvoir politique, abandonnera le système féodal pour fonder un véritable État moderne et vouloir rattraper son retard technologique. C'est la restauration de l'empereur, c'est l'ère Meiji. On dit que le Japon a été fait par un sabre. On dit que les anciens dieux ont plongé une lame de corail dans l'océan et que lorsqu'ils l'ont retirée, 4 gouttes parfaites sont retombées dans la mer et que ces gouttes sont devenues les îles du Japon. Moi je dis que le Japon a été fait par une poignée d'hommes courageux. Des guerriers prêts à donner leur vie pour ce qui semble être devenu un mot oublié, l'honneur. Oh là là, ça commence mal. Non, j'y reviendrai plus tard, vous savez quoi? Le film commence donc en Amérique où l'on découvre le personnage de Nathan Algren, un ancien de l'armée américaine, ayant quelques petits soucis avec l'horreur qu'il a pu voir dans son passé militaire. Notamment avec cet épisode où il a reçu l'ordre de massacrer des Amérindiens innocents. Ce qui l'a rendu visiblement totalement inconscient, oui. Visiblement, sa tentative de meurtre a beaucoup intéressé ce monsieur, qui s'empresse de le rattraper pour lui présenter 2 Japonais, dont l'un des personnages principaux du film, Omura. Là, vous comprendrez bien vite, surtout si vous avez vu le film, que notre Nathan fou dangereux, qui est en train de se faire débaucher pour mater une révolte de samouraïs appelée la révolte de Satsuma, est inspiré du français Jules Brunet. Parlons de ce Jules Brunet, tiens, justement. Qu'est-il devenu suite à la guerre de Boshin? Il était dans le camp des perdants, pourtant. Eh bien, suite à la victoire des impériaux sur le shogunat, la France se voit obligée de déclarer forfait et de retirer ses 17 conseillers français qu'ils avaient envoyés, dont le fameux Jules Brunet. Sauf que voilà, 8 conseillers embrigadés par Brunet vont décider de rester, puisque visiblement ils ne pouvaient pas se résoudre à abandonner les Japonais qu'ils avaient entraînés. Ça vous fait penser à quelque chose? Et là, accrochez-vous bien, car je vais vous évoquer rapidement l'une des anecdotes historiques du Japon les plus étranges qui soient, puisque les hommes de Jules Brunet, acculés par les troupes de l'Empire, se réfugient à Hokkaido pour former la République d'Izo, dont Jules Brunet devient conseiller militaire du ministre de la Défense. Une république à Hokkaido, contre l'empereur, créée sous l'impulsion de quelques Français résistants. Si on extrapole un peu, on peut dire que la France a créé une république au Japon. Bon, par contre, je vous arrête tout de suite, leur petit manège n'aura duré que moins d'1 an, et Jules Brunet et les autres seront extradés en France de justesse, ou se feront prendre un sacré savon par l'armée française. Alors évidemment, une question se pose, pourquoi il est américain tout à coup dans le film? Mais les plus attentifs d'entre vous noteront un détail, et pas des moindres, mais il est pas du tout dans le bon camp. Exactement, cette fois-ci notre Jules Brunet américain n'est plus embauché pour se battre contre l'Empire, mais pour l'Empire, et surtout à une période qui n'a rien à voir, 10 ans après. Et oui, Jules Brunet et les autres conseillers français avaient été envoyés au Japon durant la guerre de Boshin pour conseiller le shogunat afin de faire un pied de nez aux Anglais qui conseillaient eux les impérialistes. Mais le film prend place en 1867 alors que le Japon impérialiste a déjà gagné la guerre de Boshin. L'empereur Meiji est déjà au pouvoir. Nathan n'a rien à faire là, il est venu 10 ans trop tard. Donc on commence donc le film avec un personnage principal qui est de la mauvaise nationalité, venu 10 ans trop tard, et dans le mauvais camp. Donc, malgré quelques hésitations, Nathan quitte son western spaghetti et embarque direction pour le Japon.
Évidemment, on est dans un film historique américain, alors la population doit être toute grise, habillée avec du marron, et paraître sale et tout ça. En réalité, les gens portaient très souvent des kimonos bien plus colorés, surtout pour se promener dans les rues et même au travail. Les kimonos féminins, par exemple, ont toujours été, et même chez les classes laborieuses de l'époque, faits de motifs floraux ou géométriques avec des couleurs, simplement protégés d'un tablier et d'un foulard sur la tête. Nathan est directement récupéré par un certain Simon pour être emmené devant les autorités qui le prendront en charge. Notez que c'est une bonne chose que ce soit un Anglais qui s'en charge, puisque comme je vous l'avais dit, c'est le camp des Anglais, les impérialistes, qui ont gagné la guerre de Boshin, ceux qui étaient pro-empereurs. Ce nouveau Japon impérial sera sur de nombreux points inspiré de l'Angleterre, alors qu'ils piocheront leur inspiration dans un petit peu tous les pays d'Europe de l'époque. Il est amené devant l'empereur où il est présenté et reçoit ses ordres, avant de rapidement nous l'emmener inspecter les troupes qu'il va devoir entraîner. Ils sont sous les ordres du général Hasegawa, un homme de petite stature, qui néanmoins leur inspire un énorme respect. Que peut me dire le général sur cet ennemi, ce samouraï, Katsumoto? Il semble avoir une grande connaissance de Katsumoto et de sa rébellion. Je compterai sur son aide au moment d'affronter le samouraï. Qui leur fournit leurs armes? Katsumoto ne veut plus se déshonorer en utilisant des armes à feu, vous voyez? Il n'utilise pas d'armes à feu. Oh non, pitié. Vous vous souvenez durant l'introduction quand je vous disais qu'on allait revenir vite sur cette histoire d'honneur? On est en plein dedans. On est en plein cœur du problème de ce film. Celui où il va nous faire croire que les samouraïs étaient honorables à un point qu'ils n'utilisaient que leur katana pour se battre et ce genre de choses. Ce cliché que les armes à distance ne sont pas honorables vient en réalité de l'Occident et du fameux pape Innocent III, notamment connu pour ses positions assez radicales sur l'arbalète qu'il jugeait comme étant une arme non honorable, étant donné qu'elle pouvait permettre à des chevaliers ou à n'importe qui globalement de se zigouiller à distance. En réalité, il ne condamnait pas seulement les arbalètes, mais aussi les armes à distance, ce qui créa en Occident une espèce d'impression que les armes à distance ne sont pas honorables et que les vrais chevaliers honorables se battent en armure avec un bouclier et une épée. Et c'est là qu'on sent la patte profondément occidentale de ce film, puisqu'au Japon on a des idées bien différentes de l'honneur. Contrairement à l'avis du pape, l'archerie au Japon était un art plus vieux et longtemps mieux considéré que celui du sabre. Si bien que si vous deviez citer deux armes emblématiques d'un samouraï, ce serait d'abord l'arc, ensuite la lance, puis dernièrement et éventuellement le sabre, qui ne joue au final qu'un rôle assez secondaire en temps de guerre. Ce personnage, Katsumoto, est inspiré tout comme Nathan d'un personnage ayant réellement existé, Saigo Takamori. Ce personnage est fascinant et a durablement marqué le Japon de son empreinte. Il est considéré comme le dernier des samouraïs, d'où le titre du film. Et je vous le donne en mille, il a évidemment utilisé des armes à feu durant la révolte de Satsuma. Évidemment. Il en avait assez peu contrairement à ce dont pouvait se fournir l'armée impériale, mais il en avait quand même. Des armes modernes comme plus anciennes. Et s'il en avait si peu, c'est pas par honneur, mais par manque de moyens. Dites-vous bien qu'en situation de guerre, et c'est particulièrement le cas au Japon, l'honneur, comme on pourrait s'imaginer avec toute cette imagerie chevaleresque, n'existe tout simplement pas ou pas vraiment. Le but c'est de survivre et de tuer son adversaire avec toutes les forces que l'on possède pour ce faire, et c'est seulement après qu'on a gagné qu'on va pouvoir réécrire l'histoire dans les chroniques où on va s'auto-congratuler d'avoir été le plus honorable sur le champ de bataille. Quand vous avez votre vie, celle de vos compagnons, de votre famille, de votre cause en jeu, vous faites tout pour gagner. Ça fait même des siècles que les samouraïs utilisent des armes à feu, notamment avec les fusils Tanegashima, pour ne citer que, mais cela fait longtemps qu'il y avait des rangs de fusiliers et même de canonniers sur les champs de bataille. Ça a été importé par les Portugais en 1593. Les Japonais à l'époque s'étaient jetés sur ces armes nouvelles comme des affamés, dès qu'ils ont découvert leur puissance et leur utilité tactique. Non, ce qui a fait le retard du Japon par la suite face à l'Occident, ce n'est pas qu'ils ne connaissaient pas la poudre noire et les armes à feu ou qu'ils ne voulaient pas l'utiliser. C'est simplement que ce n'était pas assez répandu et que leurs armes à feu étaient largement dépassées par rapport à ce qui se faisait à l'époque dans le reste du monde. Qu'ils avaient une force navale bien trop faible, des combattants qui n'avaient connu que la paix depuis 200 ans, et surtout pas d'armée régulière aussi bien organisée que celle des Occidentaux. Après une scène pas très intéressante où Omura incite Nathan à se dépêcher de combattre Katsumoto, et où il prouve que l'armée est encore très incompétente, il finit par s'y résoudre et nous voilà partis à la bagarre, non sous un plan de pauvres villageois qui doivent quitter leur village car il est sur la route d'un chemin de fer.
Tandis que le film commence clairement à nous faire comprendre de façon pas très subtile où il veut en venir. On enchaîne avec la scène mythique de l'embuscade de ces samouraïs renégats contre l'armée impériale. À vrai dire, cette scène n'a jamais existé, cette embuscade non plus. Saigo ne faisait pas une guerre de guérilla, mais plutôt une guerre frontale. Tout au long de leur rébellion, ils ne feront quasiment que de reculer face à une armée impériale fonctionnant comme un rouleau compresseur jusqu'à se retrancher dans la ville de Kagoshima, leur fief. À son plus fort, Saigo avait rassemblé pas moins de 40 000 hommes, très loin des quelques valeureux que l'on voit dans le film. Mais une tactique militaire dépassée face à une armée mieux organisée, plus nombreuse et bien mieux équipée, et ils n'ont pas pu faire grand chose d'autre que de continuellement battre en retraite là où le film nous dépeint des samouraïs surentraînés et habitués à la guerre qui semblent avoir toujours un coup d'avance. Tirez sur mon ordre uniquement! Bon, vis-à-vis de cette scène, probablement la plus emblématique du film, on passera sur le fait qu'une charge de cavalerie en forêt, de nuit, dans le brouillard, c'est tactiquement pas très malin. Étant donné les frissons et la classe qu'elle a, je veux bien lui concéder. Bon, dans cette scène de combat, rien ne va. Entre Tom Cruise qui parvient à tuer un cavalier d'un coup de sable en plein dans la cuirasse, le fait que les samouraïs n'ont aucune arme à feu, se battent à cheval de nuit dans une forêt avec des armures très chères, pas du tout adaptées contre les balles. Une armure, ça coûte cher, très cher. Si les combattants étaient prêts à dépenser d'immenses sommes pour en porter, c'est qu'elles étaient relativement efficaces. Alors non, un sabre ne la traversera jamais, même sur un malentendu. Du moins pas en frappant comme un sourd en plein dessus, même avec une très bonne lame. Ici par contre, on a une belle façon de se défendre contre quelqu'un en armure avec une arme blanche, c'est en utilisant les faiblesses de l'armure, au niveau des interstices pour y faire glisser sa lame et finir par toucher la chair. Mais étant donné qu'on a vu Tom Cruise juste avant tuer un mec en tapant sur la cuirasse, on se demande pourquoi tout à coup ça marcherait plus. Cette tentative d'arrêter la rébellion se finit donc très mal pour nos amis pro-empereurs, et on fait ça avec un seppuku, étonnamment bien exécuté cela dit, avec Katsumoto endossant le rôle très prestigieux de Kaishakunin, celui qui doit décapiter. Notre héros, qui a visiblement montré sa valeur au combat durant cette défaite, se fait donc enlever et est ramené à ce qui semble être Kagoshima, mais ici exit la grande ville de la région de Satsuma, c'est devenu un tout petit village de paysans, sans raison. Probablement pour ajouter un petit côté pittoresque et bucolique assez révolté proche de la nature, et bien sûr Kagoshima était une grande ville portuaire stratégique dans la région. D'ailleurs, en arrivant au village, on y rencontre ce personnage qui a une armure à écailles de type Uroko, présente notamment durant la période Muromachi. C'est plutôt cool qu'une armure aussi originale et historique soit mise en avant dans le film. C'est pas le genre d'imagerie qu'on a l'habitude de voir et pour le coup c'est véritablement historique. Si on assume que les grandes têtes de la rébellion portaient des armures de leurs ancêtres pour montrer leur prestige, ça fait sens qu'ils portent une armure aussi ancienne. Ah par contre ce son c'est pas possible. Ce chewing que vous entendez partout, tout le temps, dès que quelqu'un dégaine quelque chose, surtout un katana, c'est une pure fiction inventée par Hollywood. Juste là pour alerter le spectateur que quelqu'un dégaine. En réalité, un katana ne fait aucun bruit, ou presque pas quand il sort d'un fourreau. Surtout pas un chewing, étant donné que le fourreau est fait en bois. S'ensuit une longue période de convalescence pour notre Tom Cruise, Jules Brunet, Nathan Algren, peu importe, qui va en profiter pour faire un sevrage plutôt violent sur son addiction à l'alcool. Cependant, petit à petit, il va sortir la tête de l'eau et découvrir une vie japonaise digne d'un conte de fées, où les femmes sont jolies, restent veuves et ont de beaux enfants, pendant que le mari est un combattant honorable, proche de la nature et qui ne pense absolument qu'en harmonie avec tout ce qui l'entoure. On est totalement en train de se noyer dans l'imagerie chevaleresque du samouraï, ce qui nous permet cependant de voir une jolie scène de Yabusame, qui est le tir à l'arc à cheval avec le Yumi, l'arc long asymétrique japonais. On en reparlera un jour dans une vidéo. Nathan se retrouve alors en convalescence et un samouraï a la tâche ingrate de devoir le surveiller pendant qu'il admire la beauté du mode de vie japonais. T'es en colère. T'es pas content parce qu'on te fait porter une robe. Par contre, le hakama est bien un pantalon et pas une jupe, étant donné qu'il y a une séparation pour mettre les jambes. C'est juste un pantalon extrêmement ample, qui n'est pas à confondre avec le onnabakama, qui lui est une variante de l'hakama, cette fois-ci destinée aux femmes et qui est vraiment une jupe pour le coup.
Je suis surpris d'apprendre que le mot samouraï veut dire servir, et que Katsumoto croit sa rébellion au service de l'empereur. Ce qui est dit là est assez intéressant et fait plus ou moins écho à ce qui s'est réellement passé. Ce Katsumoto, très largement inspiré de notre Saigo Takamori, est en réalité déjà bien différent dans la réalité de ce que l'on nous montre dans le personnage du film. Mais c'est peut-être encore plus le cas lorsque l'on sait la motivation qui l'a poussé, lui et d'autres samouraïs, à se révolter contre l'empereur. C'est vrai ça, pourquoi ils iraient se révolter? Pour ça, attardons-nous un peu sur son histoire. Saigo est né dans une famille de samouraïs très humble. Il était à la campagne, son premier métier était copiste pour un magistrat du coin. Très vite, de par sa fonction, il fut amené à voyager un petit peu dans le pays et à se rendre compte que les paysans étaient vitaux pour le Japon et qu'il était grand temps de renouer le lien entre paysans et samouraïs. Ce lien ayant été maintes fois brisé à cause de nombreuses affaires de corruption qui y régnaient. Vous voyez déjà que même avant que l'empereur soit au pouvoir, on était très loin de l'ambiance du film. D'ailleurs, le daimyo de Satsuma voyait d'un mauvais œil ce samouraï incorruptible qui frappait là où ça fait mal. Et oui, la plupart des samouraïs étaient très contents de cet état de corruption et en profitaient largement pour s'en mettre plein les poches. Il se fit donc exiler sur des îles lointaines, 2 fois. Absous en 1864, il put rentrer cependant à Satsuma. Pendant les 4 années qui suivirent, Saigo Takamori joua un rôle de premier plan dans les luttes politiques et militaires qui conduisirent à la restauration de Meiji, devenant même commandant des forces militaires de Satsuma durant la guerre de Boshin, dans le camp de l'empereur, et oui. Autant vous dire qu'il avait le vent en poupe à la capitale lors de l'ère Meiji. Il y habita même pour jouer des rôles politiques, et déjà à ce moment-là, il n'aimait pas du tout la nouvelle mode de l'époque à adopter le style vestimentaire occidental. Pendant que tout le monde était aux réunions en redingote et en haute forme, Saigo Takamori, lui, venait en claquettes chaussettes traditionnelles. On raconte qu'un garde le prit un jour pour un intrus au gouvernement alors qu'il marchait pieds nus, parce qu'il avait retiré ses sabots après être sorti de son bureau en plein milieu d'une tempête. Seule l'intervention d'un autre ministre passant par là en calèche permit de résoudre la situation. Suite à la guerre de Boshin, quand le shogun se fit renverser au profit du pouvoir désormais confié à l'empereur, celui-ci décida, pour éviter la trop grande indépendance des provinces, de les fédérer sous son joug. Et oui, souvenez-vous, le Japon était un pays encore féodal où chaque région était gérée par son propre seigneur, son propre daimyo. Et l'empereur, lui, voulait créer un état moderne, donc centralisé. Ainsi, chaque daimyo, à commencer par les premiers fidèles de l'empereur, dont la province de Satsuma, placèrent leur domaine sous le contrôle impérial. Le tout étant aussi évidemment destiné à centraliser le pouvoir et donc quitter un fonctionnement politique médiéval pour un nouveau modernisé et central. Ces daimyo étaient d'ailleurs largement gagnants dans toute cette histoire, même s'ils perdaient leur province, de par les compensations monétaires à vie et surtout de hautes fonctions dans l'armée et la nouvelle politique impériale. L'État prend même en charge les dettes et les finances de ces samouraïs, et la plupart, tout comme les daimyo, recevront aussi des postes prestigieux dans l'armée. Non, le véritable problème, c'était pas pour les samouraïs, c'était pour les samouraïs très modestes, voire pour les samouraïs pauvres. Je vous rappelle que ça fait des centaines d'années que le Japon est en paix, et ça fait très longtemps qu'une certaine partie de ces samouraïs les plus pauvres ont très mal vécu financièrement ces siècles de paix. Alors quand l'État décida d'agréer l'édit d'Ampatsure en 1871 et celui de Haitore en 1876, qui respectivement interdisait le port du chignon traditionnel des samouraïs ou celui du port d'armes en public, ça ne passait plus pour Saigo, qui prit les armes contre le gouvernement, avec pour la plupart de pauvres samouraïs sans le sou de Satsuma qui avaient tout perdu ou presque. Mais malgré que ce soit l'empereur qui ait volontairement fait tout ça pour renforcer son pouvoir, notre cher personnage, Katsumoto dans le film, semble continuer à dire qu'il fait ça pour l'empereur. Ce qui est assez symptomatique d'une mentalité guerrière très ambiguë vis-à-vis de cet empereur intouchable, et dont les dirigeants avaient toujours un certain paternalisme vis-à-vis de lui. Dans l'histoire japonaise médiévale, il y a énormément d'exemples d'empereurs qui vont tenter de se rebeller contre le shogunat ou simplement de s'affirmer politiquement et qui seront muselés à Kyoto, une sorte de soi divin et tais-toi. Que signifie être un samouraï? Se consacrer entièrement à un ensemble de principes moraux, rechercher la tranquillité de l'esprit et maîtriser le maniement du sabre. À savoir que l'arme de prédilection des samouraïs n'est pas le katana, mais bien la lance et l'arc. Étant donné qu'on privilégiera toujours la portée d'une lance à celle d'un katana, ou même la portée d'un arc évidemment.
Le katana est avant tout une arme de secours tertiaire sur les champs de bataille, et elle ne deviendra le symbole de la caste des samouraïs que durant l'ère Edo. Une ère de paix où les samouraïs pouvaient porter les armes, contrairement aux piqueurs de base. Évidemment, ils n'allaient pas faire leur marché avec un arc ou une lance dans les mains, mais ne garderont que leurs 2 sabres qui deviendront donc très rapidement caractéristiques. Tiens, c'est intéressant qu'il nous montre ici une scène de kabuki, car c'est en effet un style de théâtre japonais de rue principalement destiné à l'amusement et qui vise souvent à caricaturer des personnalités et... Quand soudain des ninjas débarquent de nulle part pour tuer tout le monde. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que fait cette scène au milieu du film. Elle ne sert à rien du tout. J'ai un peu l'impression que le réalisateur avait une sorte de cahier des charges de choses japonaises à mettre à l'écran, comme le code de l'honneur, un seppuku, des samouraïs et des ninjas. Des shinobi qui, rappelons-le, ont été très populaires durant la guerre civile de l'archipel au moment de l'ère Sengoku. Mais ces espions très particuliers ont tous disparu une fois que le clan Tokugawa sera sorti grand vainqueur et unifiera le Japon pour former l'ère Edo. Ceux-là sont donc anachroniques de 200 ans et n'ont absolument rien à faire ici, historiquement parlant. Ce serait comme invoquer des soldats napoléoniens au plein milieu de la guerre en Ukraine, pour vous donner un ordre d'idée des cartes temporelles. Et je rappelle aussi que le rôle des shinobi est avant tout de faire de la collecte d'informations, et que l'assassinat est très rare et est censé se faire discrètement. Donc hors de question de venir à 20 et de lancer un assaut en hurlant. Tout comme ces fleurs, on meurt chaque seconde. Reconnaître la vie dans chaque soupir, chaque tasse de thé, chaque vie que l'on prend, la voix du guerrier. La vie dans chaque soupir. C'est le Bushido. Ah, je me retiens de parler du fameux Bushido depuis le début de cette vidéo, me le gardant sous le coude pour ce moment. En réalité, il faut savoir que ce concept de Bushido cristallise à lui tout seul l'ambiance et les émotions qu'essaie de faire véhiculer le film. Car c'est vrai ça, les questions que l'on peut se poser, que je vois souvent passer sur internet, se résument à: est-ce qu'un samouraï était vraiment plus honorable qu'un chevalier du Moyen-Âge occidental? Nous avons déjà répondu plus tôt que non, il ne l'était pas spécialement. Du moins pas autant que toute la pop culture, dont ce film, ne nous le laisse croire. Mais alors d'où vient cette légende tenace du samouraï qui aurait en horreur la moindre écart de conduite? Voici le Hagakure, littéralement caché sous le feuillage. Le livre, ou plutôt les livres, qui définissent le cadre et le concept de la voix du combattant, bien qu'ils ne soient pas les seuls, on est d'accord. Le Hagakure et son concept du Bushido représentent la vision moderne que nous avons d'un samouraï avec tout ce que cela implique de clichés. Il a été écrit par un samouraï du nom de Yamamoto Tsunetomo. On pourrait alors penser qu'un samouraï est tout à fait apte à parler d'un code de l'honneur utilisé par lui-même et ses pairs. Or, je vous donnerai 2 dates, 1709 et 1716. C'est l'année du début et de fin des commentaires recueillis par ce samouraï et couchés sur papier. À cette époque, nous sommes en plein milieu de l'ère Edo, une ère de paix incroyable marquée par un renouveau culturel et économique d'un Japon qui n'a pas connu la guerre depuis alors plus de 100 ans. Et vous voyez où je veux en venir, hein. Notre samouraï, Yamamoto Tsunetomo, n'a jamais connu les grandes guerres de samouraï dont il fait l'éloge, et il s'appuie plus sur des croyances politiques et philosophiques de ce que devrait être, selon lui, un bon guerrier, plutôt qu'en s'appuyant sur une recherche historique sérieuse et comment se comportaient vraiment les samouraïs d'antan qu'il semblait idéaliser. Je parle ici de croyances politiques et philosophiques, puisque l'écriture de ces ouvrages ont été justifiées par un profond rejet des mœurs samouraïs de son époque, celle de l'ère Edo. Il raconte ceci. J'ai l'impression que les jeunes samouraïs d'aujourd'hui se sont fixés des objectifs pitoyablement bas. Ils ont le coup d'œil furtif des détrousseurs. La plupart ne cherchent que leur intérêt personnel ou à faire étalage de leur intelligence. Même ceux qui semblent avoir l'âme sereine ne montrent qu'une façade. Cette attitude ne saurait convenir. Voici un propos tenu par un de mes amis. Il paraît qu'un certain docteur Kyohan affirma ceci. En médecine, on distingue hommes et femmes en vertu des principes du yin et du yang. Par conséquent, les traitements médicaux sont fondamentalement différents. Leur pouls est d'ailleurs différent également. Toutefois,
Au cours des 50 dernières années, le pouls des hommes est devenu identique à celui des femmes. Depuis que j'ai noté ce phénomène, j'ai jugé bon de traiter les maladies oculaires des hommes par les méthodes appropriées au pouls des femmes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est possible, de nos jours, d'exceller et d'accéder à une position importante avec un moindre effort. Les hommes deviennent lâches et faibles. La preuve en est que rares sont ceux qui ont, aujourd'hui, l'expérience d'avoir tranché la tête d'un criminel aux mains liées derrière le dos. Quand il leur est demandé d'être l'assistant de celui qui va se suicider rituellement, la plupart considèrent qu'il est plus habile de se défiler et invoquent des excuses plus ou moins valables. Il y a seulement 40 ou 50 ans, on considérait la blessure dans un combat comme une marque de virilité. Une cuisse sans cicatrice était un signe tellement rédhibitoire de manque d'expérience que personne n'aurait osé la montrer telle qu'elle, préférant plutôt s'infliger une blessure volontaire. Les temps ont bien changé au cours de ces 30 dernières années. De nos jours, quand de jeunes samouraïs se réunissent, ils parlent d'argent, de profit, de perte, de la manière de gouverner sa maison, des critères pour juger la valeur de l'habillement et échangent des propos grivois. Si un autre sujet est évoqué, l'ambiance se gâte et chacun se sent vaguement mal à l'aise. Quel état affligeant que celui où sont arrivées les choses. Jadis, jusqu'à l'âge de 20 ou 30 ans, un jeune homme n'avait aucune pensée pour les choses matérielles ou indélicates. Aussi n'en parlait-il jamais. Si, par accident, en sa présence, les hommes d'âge mûr laissaient échapper de leurs lèvres quelques réflexions déplacées, il se sentait aussi affecté que s'il avait reçu une blessure physique. Ce n'est donc pas tant un ouvrage philosophique d'une pensée guerrière qu'un exutoire d'un vieillard désabusé par une jeunesse qui s'est adaptée à la paix, là où lui était encore bercé par une pensée guerrière révolue sur fond de fantasmes d'honneur qui ne saurait vraiment avoir sa place dans la réalité d'un conflit. Un fantasme d'autant plus exacerbé que les spécialistes de l'histoire du Japon s'accordent à dire que le fait que les samouraïs avaient énormément d'honneur est largement à nuancer. Je cite alors Pierre-François Souiri, professeur d'histoire du Japon à l'Institut national des langues de civilisation orientale et membre du comité scientifique de l'histoire. Certains épisodes montrent les limites de cette fidélité. En 1600, le futur shogun Tokugawa Ieyasu ne dut sa victoire qu'à la trahison de samouraïs des clans adverses. Si la situation devient difficile sur le plan militaire, le samouraï est prêt à trahir ou à déserter. C'est la victoire qui l'attire et la perspective de récompense. D'ailleurs, un jésuite portugais disait des Japonais qu'il n'avait jamais vu autant de fourberie et de trahison chez un autre peuple. D'autant qu'évidemment, le Hagakure met très en avant cette notion de sacrifice et de seppuku, prônant la mort comme un moyen de garder ou de récupérer un honneur perdu. Or, on sait aujourd'hui qu'une majorité des seppuku ont lieu durant l'ère Edo, époque où, d'ailleurs, ce rituel s'est codifié. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au moment où le Hagakure est sorti, il a été aussitôt oublié, gardé secret par le clan Nabeshima et sera seulement sorti des vieux cartons et édité qu'en 1906, époque où le grand public connaîtra enfin ce fameux Bushido, avec dans son sillage le très populaire livre sur le même sujet de Inazo Nitobe, Bushido, l'âme du Japon, paru en 1900. Dont ce dernier ouvrage recevra un accueil plutôt tiède et sera vivement critiqué par certains intellectuels japonais comme Sokichi Tsuda, bien qu'il recevra un accueil retentissant en Occident. Les deux ouvrages ayant donc été connus durant la toute fin de l'ère Meiji, et ce n'est pas anodin. Ils ont eu leur moment de gloire durant cette période, puisque c'était une ère où le Japon essayait de se rassurer et de retrouver ses racines pour mieux construire une pensée nationaliste et colonisatrice par-dessus. Le Bushido n'est rien d'autre qu'un outil de propagande, concept sorti des vieux cartons poussiéreux pour servir les visées expansionnistes du Japon et justifier un sentiment de supériorité et de toute puissance qui poursuivra l'armée japonaise jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où jamais le concept de Bushido n'aura été aussi exacerbé. C'est vrai, que rêver de mieux pour un gouvernement militaire que des soldats fanatisés qui s'imaginent comme des samouraïs où on leur a dit que la mort par sacrifice était la chose la plus honorable. Avec ça, fini les armées démotivées qui se rendent, laissant place à des fanatiques désireux de mourir, coûte que coûte,
pour leur empereur dans de bien tristes extrêmes. Pourtant, le Bushido a tellement été matraqué par la propagande impérialiste japonaise et l'histoire a été tellement déformée que la pop culture n'arrive toujours pas à se défaire de ce cliché. Et aujourd'hui, vous sortez n'importe quel manga, animé, jeu vidéo, série ou film parlant de près ou de loin de samouraï que vous verrez des références à ce fameux concept de Bushido de façon anachronique et s'il n'est pas directement scandé à tout va comme dans le dernier samouraï. D'ailleurs, je suis une toute nouvelle youtubeuse, je compte bien faire grandir cette chaîne basée sur l'histoire du Japon, de la préhistoire jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors si vous voulez me soutenir et ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un like. Vient alors le début du chapitre final du film. Nos héros, voyant qu'il n'est pas possible de faire entendre raison à leurs opposants, se retranchent dans leur petit village où ils attendront les troupes impériales pour la bataille finale afin de jouer habilement leur dernière carte. Dans la réalité, ça s'est passé très différemment et une grosse part de la réalité est alors occultée. La rébellion de Satsuma, celle des derniers samouraïs, avait comme objectif principal de marcher sur Tokyo et de faire un coup d'état pour rétablir, entre autres, la caste des samouraïs. Et évidemment, ils n'avaient pas accès au chemin de fer, donc c'est à pied qu'ils ont fait le chemin. Ce chemin doit d'ailleurs passer par la ville de Kumamoto, et le château qui était présent était leur principal obstacle. D'autant que le château de Kumamoto était une forteresse absolument formidable dont la majeure partie de la garnison de l'île de Kyushu était présente. Autant dire qu'avoir ce château aurait signifié pour eux conquérir Kyushu. Beaucoup des combattants défenseurs de ce château étaient des conscrits, mais ils étaient tous commandés par des samouraïs de renom. Ce n'était donc pas empire contre samouraï, mais plutôt samouraï ancien contre samouraï moderne en réalité. Malgré tout, Saigo Takamori était persuadé que les conscrits seront faibles face à la rébellion. Il tomba des nues quand il vit au bout de 2 jours qu'il n'arrivait toujours pas à prendre la position du château, devant se retrancher. Il tente alors une guerre de siège, mais les renforts impériaux finissent par arriver et Saigo est contraint de battre en retraite dans un désordre absolu. Son armée de révoltés est démoralisée et toutes les autres batailles ne seront que défensives, parvenant toujours à s'enfuir mais avec des forces de moins en moins nombreuses contre une armée impériale qui ne faiblit pas. Finissant par arriver à Kagoshima, un peu comme dans le film, mais dans le film ils sont présentés comme des héros par la population de Kagoshima, où ils vivent en harmonie avec celle-ci. Dans la réalité, ils sont arrivés à Kagoshima et ont pillé les entrepôts pour tenir avec 500 hommes jusqu'à l'ultime bataille. Shiroyama no Tatakai. C'est cette bataille quasiment légendaire de l'histoire japonaise qui inspirera celle du film. Notre valeureux Tom Cruise décide malgré tout de rester et de se battre comme un vrai samouraï. Évidemment, si vous vous souvenez bien du début de la vidéo, vous savez qu'il est inspiré de Jules Brunet et que non seulement Brunet n'a pas du tout participé à la même rébellion, ni à la même époque, mais qu'il n'est pas non plus resté pour mourir au combat au Japon. Il avait pris ses jambes à son cou. Les hommes de Katsumoto se préparent et ici vous noterez qu'ils sont tous en armure. Alors c'est très loin d'être vrai, même si on entrait dans la période industrielle, ce genre d'armure n'était pas faite en usine et on parle d'une armée de 20 000 hommes à son plus haut qui a essuyé 3 défaites d'affilée pour n'être plus que 500 à Shiroyama. Ils étaient démoralisés, exténués et beaucoup n'avaient pas un tel équipement ou en tout cas n'avaient plus un tel équipement. Et oui, on parle de samouraïs révoltés, c'était les plus pauvres pour la plupart. Les samouraïs riches et prestigieux, eux, étaient dans l'armée impériale depuis longtemps, juste en face. Alors, il n'y avait évidemment pas de conseillers étrangers sur le champ de bataille, et à cette époque, ça faisait un moment que le Japon commençait à avoir une réelle indépendance vis-à-vis des conseillers occidentaux, et surtout quand il s'agissait d'armée. C'était une affaire de révolte japonaise, et tout a été réglé par des Japonais. Alors là, par contre, c'est l'horreur absolue. Autant on peut trouver à ce film beaucoup de qualité sur la photographie, beaucoup d'images restent gravées par leur beauté, mais cette bataille finale est totalement gâchée par cette scène. Ça n'a aucun sens. Shiroyama, malgré le peu de combattants côté révolté, était une bataille rangée. Le film lui-même nous montre que c'est une bataille rangée. Alors pourquoi on se retrouve avec des gens qui se battent partout, n'importe comment ? En termes de stratégie militaire et surtout de logique de narration visuelle, ça n'a aucun sens. La base d'un conflit avec des fantassins, c'est la ligne de front.
C'est la base de la phalange antique, la base des formations romaines, la base des guerres napoléoniennes, évidemment la base des grands conflits de samouraïs, ou même de l'Empire japonais. Ça, là, ça n'a aucun sens. Malgré toute leur bonne volonté dans le film et quelques stratagèmes, Katsumoto et Tom Cruise font une dernière charge finale où ils seront décimés par les balles avant de se seppuku. Dans la réalité, on ne sait pas vraiment comment Katsumoto est mort. La plupart des sources disent qu'il s'est fait seppuku et tranché la tête par un camarade, mais certains disent quand même qu'il est mort de la suite de ses blessures et qu'il aura été décapité post-mortem. L'impérialisme ayant gagné, Tom Cruise revient curieusement auprès de l'empereur pour livrer le sabre de Katsumoto. Durant tout le film, l'empereur Meiji est dépeint comme un personnage faible et qui se laisse manipuler par les Occidentaux et son gouvernement, et qu'il apprécie tout particulièrement la caste des samouraïs. C'est très loin de la réalité, puisque c'est bien sous l'impulsion de l'empereur Meiji que le shogunat va disparaître et avec lui, peu de temps après, la caste des samouraïs. Il était alors le principal acteur de ces changements sociaux et absolument pas une marionnette. Cependant, et malgré l'affreux échec de la révolte de Satsuma ne fut pas sans conséquences pour le jeune empire japonais. Sur le plan financier, gérer la révolte aura coûté près de 420 millions de yens, forçant le nouvel empereur à quitter les talons or en imprimant du papier-monnaie. La dette de l'empire a triplé et le gouvernement s'est confronté à une quasi-faillite de son état. Beaucoup d'entreprises nationales ont dû être vendues à des entreprises privées, comme des mines et des usines. Les derniers conseillers occidentaux ont été remerciés, alors que les Japonais étudiants à l'étranger ont vu leur bourse d'études complètement coupée. Sur le plan politique, de nombreux samouraïs frustrés, inspirés par Saigo Takamori, survivront à la défaite et la rébellion de Satsuma en tant que société secrète et groupuscule politique d'anciens samouraïs comme le tristement célèbre Genyosha, ou Société de l'Océan Noir. Connu pour ses actions politiques basées sur le racisme, l'expansion du territoire japonais, le terrorisme, les assassinats, le proxénétisme et entrepris de construire des ponts entre les yakuza et les politiciens japonais de droite et d'extrême droite. Sur le plan militaire, la rébellion a effectivement mis fin à la classe des samouraïs, car la nouvelle armée impériale japonaise, construite à partir de conscrits, avait fait ses preuves au combat de façon très efficace. De façon plus critique, la défaite des samouraïs a montré la puissance de l'artillerie, avec leurs obus et des fusils modernes comme les mitrailleuses Gatling que l'on peut voir dans le film, contre lesquelles une charge Banzai n'avait aucun effet appréciable d'ailleurs. Sur le plan social, la rébellion de Satsuma et l'histoire de Saigo Takamori a provoqué un violent émoi généralisé dans la population, à une époque où le Japon était grandement bousculé par le changement et l'incertitude, afin de se conformer aux nouveaux enjeux internationaux. Un Français, un certain Henri Renier, présent à Nagasaki et qui suivait l'insurrection, commenta pour les autorités françaises. La ville est dans la stupeur. On aurait désiré voir plus de générosité chez le gouvernement qui se montre pourtant implacable. Takamori Saigo est tellement regretté qu'on ne veut pas croire à sa mort, certaine cependant. Nagasaki n'a presque plus de troupes, mais la ville est parcourue par une foule de policiers en passage et venant de Kagoshima. Le gouvernement craignait en effet de nouvelles insurrections dans cette période de troubles et de nombreux renforts policiers ont été envoyés dans les principales villes de Kyushu pour s'assurer qu'une autre révolte plus isolée n'éclate pas. Le 22 février 1889, l'empereur Meiji a gracié Saigo Takamori à titre posthume. Des statues dans le parc Ueno à Tokyo et près des ruines du château de Kagoshima se dressent à sa mémoire. Saigo Takamori sera alors qualifié de héros tragique par le peuple et ses actions furent considérées par l'opinion populaire comme un exemple d'honneur de samouraï. Le Dernier Samouraï est un film américain qui parle beaucoup plus du rapport qu'a l'Amérique avec le massacre des Amérindiens et de la progression de l'impérialisme que de l'histoire du Japon. On aurait pu s'attendre, de par le budget, à un certain sens du travail de documentation historique, tout en proposant un bon divertissement. Mais au lieu de ça, le Dernier Samouraï a cristallisé pour toute une génération d'Occidentaux les principaux clichés que nous avons encore aujourd'hui vis-à-vis de la mentalité guerrière de l'époque et des enjeux politiques de cette période. Le tout sur fond de batailles et de duels, le plus souvent très étranges si ce n'est complètement irréaliste. Le tout pour servir un message binaire de gentils très gentils contre des méchants très méchants. Et pourtant, vous savez, j'adore ce film.
Vraiment, j'adore ce film, et à chaque fois que je le regarde, j'ai une tendresse toute particulière pour ce Japon fantasmé qui nous donne ce que l'on a envie de voir en fait. Sa bande-son sublime portée par le brillant Hans Zimmer souligne des scènes fortes et puissantes qui prennent place dans une photographie qui, malgré des années, n'aura pas pris une ride. On se souvient des personnages marquants justement pour l'accessibilité de leurs propos, un divertissement qui sait jouer l'équilibriste entre les scènes d'action, la poésie, les costumes, la contemplation, les intrigues et les tourments des personnages. C'est lorsque l'on se souvient qu'un film n'est pas un cours d'histoire que l'on peut vraiment apprendre à l'aimer.